Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous consacré à l'innovation et à l'avenir de la santé. Salut Hervé. Salut Aline. Aujourd'hui, un sujet qui nous concerne tous, le sommeil. D'après l'Institut national du sommeil et de la vigilance, 25% des Français dorment moins de 6 heures par nuit et 43% ont des troubles du sommeil. Alors pourquoi dormons-nous si mal et dans quelle mesure le manque de sommeil impacte-t-il notre santé? Pour en parler, Santé Future reçoit le professeur de médecine à l'université Paris-Cité, spécialiste du sommeil et auteur de La Nuit vous appartient chez Robert Laffont, Pierre-Alexis Geoffroy. Dans le scan, Hervé a lu La Nuit vous appartient, le livre donc fraîchement publié par notre invité. Il nous racontera ce qu'il en retient et la pépite santé du jour, c'est WeThings Sleep Analyzer, une technologie pour suivre son sommeil à domicile et dépister l'apnée du sommeil. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous venez de publier La Nuit vous appartient aux éditions Robert Laffont. On va l'évoquer plus tard. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Quand on entend ces chiffres, près d'un Français sur deux a des troubles du sommeil, est-ce que clairement c'est devenu un enjeu de santé publique majeur ? Alors, c'est devenu clairement un enjeu de santé publique parce que, et le titre « La nuit vous appartient » est presque un titre militant. On n'a jamais autant attaqué la nuit. La nuit est vraiment considérée comme un moment inactif, inutile, où on va perdre son temps. Or, j'ai voulu vraiment réhabiliter ce moment, qui est un moment très actif, où il se passe plein de choses, et où si on comprend ses besoins de sommeil, et au cours de la nuit notamment, eh bien, on va être une meilleure version de soi-même. On va être en meilleure santé, physique et mentale, mais on va être aussi plus performant, malgré l'idée reçue qu'on a, qui est que si on grignote sur la nuit, on va avoir plus de jours et donc on fera plus de choses. C'est complètement faux. Mais donc, on dort moins bien aujourd'hui qu'avant ? On dort moins bien, et vous avez rappelé des chiffres, on est même passé de manière historique sous la barre des 7 heures de sommeil en moyenne dans la population, et donc les Français n'ont jamais aussi peu dormi, et d'ailleurs, ce tribut est payé en particulier par les jeunes dont on se préoccupe beaucoup et dont on s'alerte sur la santé mentale et physique. Et donc là, il y a un lien direct à faire, vous voyez venir, avec les écrans ? Absolument. Alors, les écrans, c'est vrai que c'est très, très diabolisé actuellement. Oui. Mais les écrans, d'abord, il faut voir ce qu'on fait sur les écrans. On peut faire des choses intéressantes sur les écrans. Les écrans sont diabolisés, pourquoi ? Parce qu'ils vont retarder l'heure du coucher par l'activité qu'on fait, mais aussi par la lumière bleue contenue dans les écrans à LED qui vont inhiber la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone de la nuit, justement, qui favorise le sommeil. Donc ça dérègle notre horloge biologique. Exactement, on va décaler, en fait, on va retarder cette horloge biologique. Mais la lumière, attention, il ne faut pas la diaboliser, c'est pour ça que je prenais ces pincettes, parce que la lumière, on en a besoin en journée. Eh bien, on en a besoin en journée. Et mais on n'en est pas la lumière de nos écrans. Pas de nos écrans, mais on va se priver souvent de lumière. On va mettre des filtres à lumière bleue, on va s'enfermer dans des environnements qui sont très très sombres. Or, la lumière, elle est importante pour bien dormir. C'est un niveau de preuve élevé pour traiter l'insomnie, on en reparlera peut-être. Mais en plus, cette lumière, c'est un antidépresseur naturel qui a une taille d'effet comparable aux antidépresseurs et c'est un booster d'éveil. Plus vous êtes éveillé, plus vous allez avoir envie de dormir. On parle de pression de sommeil et cette lumière permet ça. Mais ça veut dire que c'est une fausse idée, celle selon laquelle la lumière bleue nous affecte ? Eh bien, elle nous affecte positivement et négativement. Positivement, on en a absolument besoin en journée, donc ne nous privons pas. Elle va vous éveiller, elle va vous permettre d'être en meilleure santé physique et mentale et d'avoir un sommeil qui est plus profond et avec, on appelle ça les ondes lentes. C'est vraiment le sommeil récupérateur, régénérateur qui sera meilleur. Par contre, le soir, attention, puisque cette lumière va donner un signal d'éveil et va retarder la nuit. Et alors, quand on parle de manque de sommeil, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? C'est le fait qu'on dorme mal, de façon trop irrégulière ? Alors, c'est une excellente question. Merci beaucoup pour cette question. Parce qu'effectivement, quand on parle, c'est assez simple. Il y a plusieurs piliers. On entend souvent la durée de sommeil. On l'a un peu abordé. Il faut faire attention, il faut respecter son besoin. Chacun a son besoin. Les petits dormeurs sont très rares. C'est que 2% en fait de la population mondiale. C'est quoi un petit dormeur ? C'est moins de 6 heures. Donc vous voyez, vous l'aviez évoqué, un quart, etc. Donc c'est très rare. C'est 2% seulement ? C'est seulement 2%. Et c'est des gens qui n'ont aucun retentissement sur leur quotidien, qui fonctionnent bien au quotidien et qui souvent étaient déjà petits dormeurs dans l'enfance. Par contre,
on a beaucoup de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil, qui se mettent en privation de sommeil pour leurs contraintes sociales, professionnelles ou autres, Ou horaire décalé. ou horaires décalés, ou leur job qui est très éprouvant, et voilà. Donc il y a la durée, il y a la régularité, ça vous l'avez dit, c'est très très important. La régularité, c'est même plus important que la durée. Ça, c'est quelque chose dont on a observé les effets avec une grosse publication l'an dernier dans Sleep, et qui montrait que si sur un suivi de 6 ans, c'était une grosse étude en Angleterre sur la UK Biobank, le fait de ne pas être en insuffisance de sommeil permettait d'améliorer la mortalité de 20 à 50%. Donc des effets tout à fait directs, plus importants que la durée. Et le troisième paramètre qui est franchement là aussi important, c'est la qualité de votre sommeil. Avec une question toute simple, qui d'ailleurs a été intégrée par les Japonais dans leur bilan annuel pour interroger leur population sur leur santé, c'est: est-ce que vous vous sentez reposé le lendemain? Est-ce qu'au réveil, vous vous sentez reposé? Cette question toute simple, elle est prédictive de votre santé physique et mentale. Donc, la durée, la régularité, on ne dit pas de se décaler pas plus de 1h30 le week-end, et la qualité de votre sommeil. Régularité, ça veut dire se coucher tous les soirs à la même heure, idéalement. Alors, oui, c'est ce qu'on se dit parce que mes parents, vos parents, etc., nous ont toujours répété, il faut aller se coucher, etc., etc. Le plus important, c'est le lever. Pourquoi? Parce que si vous fixez le lever en vous décalant pas le week-end, vous allez automatiquement fixer votre coucher selon votre besoin de sommeil et votre temps de sommeil. Et le deuxième aspect, je dis qu'il ne faut pas trop se décaler le week-end, sinon on va souffrir de ce qu'on appelle le jet lag social. C'est la différence entre vos horaires de semaine et vos horaires de week-end. Quand il y a une différence de plus de 1h30, vous souffrez du jet lag social et vous avez tous les symptômes d'un jet lag, d'un décalage horaire classique. Vous êtes un peu Donc les fêtards vaseux. sont des jet lagués quotidiens. Et bah ouais. Et d'ailleurs, le lundi, du coup, ça va être dur. Ils vont souvent être en privation de sommeil parce qu'ils ont tous les symptômes d'un décalage horaire, d'un jet lag classique, quoi. On entend souvent je dors mal, mais beaucoup ignorent que l'insomnie est une vraie maladie. Pourquoi est-ce que c'est si peu reconnu médicalement? Est-ce que c'est social? C'est quoi? C'est tabou? Alors, c'est tout à fait. Alors, il y a une partie de la réponse qui est celle-ci. C'est social, c'est-à-dire l'insomnie, finalement, c'est ce temps mort dont on parlait la nuit, qui n'intéresse personne, où on ne fait rien. Et donc, on veut ignorer ce qui peut poser problème la nuit. Mais Proust, par exemple, on a parlé très très bien, hein. Quand on commence à avoir un sommeil qui s'altère, là, par contre, on mesure ce que c'est que de bien dormir. Et l'insomnie, maintenant, c'est vraiment considéré comme une pathologie à part entière, indépendamment de tous les autres troubles. Avant, on pensait que c'était surtout lié à la dépression. Moi, on m'a invité il y a 10 ans pour parler de dépression, en fait, d'anxiété. S'il dort mal, c'est qu'il est stressé, c'est qu'il est anxieux, c'est qu'il est déprimé. On sait maintenant que c'est faux. On peut être Comme si insomniaque. c'était forcément la conséquence de quelque chose Exactement. qui advient la journée, en fait. Exactement, un symptôme de quelque chose. On sait maintenant que c'est complètement faux. Et on a même des mécanismes qui sont très identifiés sur le plan physiologique, scientifique de l'insomnie. Ce sont des mécanismes qu'on appelle d'hyperarousal, c'est-à-dire un hyper-éveil, avec un cerveau qui reste vigilant et qui n'induit pas du sommeil. Et donc, ça se caractérise comment une vraie insomnie? Parce qu'il y a débat sur les insomnies. Typiquement, Hervé nous disait en off, juste avant cette émission... Je peux répéter ce que tu j'ai n'en dit. veux pas, Hervé, je C'est un dévoile... secret médical que j'accepte. Il se réveille, donc il s'endort et se réveille toutes les nuits. C'est mécanique. À quoi? À 3h du matin? 3h du matin, j'ai le petit vélo qui démarre. Ouais. Et donc, je me lève. Et tu te lèves et tu t'affaires. Et dans le livre, j'ai lu que j'avais raison. Donc, je me lève, je plie mon linge, je ne m'énerve pas et ça revient. Et c'est des tranches qui durent combien de temps, l'éveil? Une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Oui, quand même. Et le sujet, c'est que le lendemain, je ne suis pas fatigué. Donc, j'ai un espèce de rythme. Peut-être vous trouvez ça bizarre, mais c'est comme ça. Et est-ce qu'on peut dire qu'Hervé est insomniaque, par exemple? Alors non, effectivement, il ne répond pas. La définition vraiment de l'insomnie, c'est au moins 3 nuits par semaine pendant plus de 3 mois avec un retentissement sur ses activités quotidiennes, sur ses activités diurnes. Et donc, c'est-à-dire une nuit blanche, c'est une nuit blanche, une insomnie? Alors non, ça peut être des réveils très longs, perturbateurs, qui vont entraîner une privation de sommeil. Et un facteur aussi à regarder, c'est la somnolence en journée. C'est des moments où on va s'endormir dans des situations où on ne voudrait pas s'endormir. On pique du nez, quoi. On pique du nez, etc. Mais effectivement, Hervé a dit des choses qui étaient très importantes. C'est-à-dire, en fait, souvent, il peut y avoir ce qu'on appelle des micro-éveils ou des éveils un peu plus longs au cours de la nuit, une fois qu'on a fait 2 cycles, 3 cycles de sommeil. La pression de sommeil qu'on avait au début de la nuit, eh bien, s'effondre. Donc, pouf, le vélo se remet en route. Et ce que fait Hervé est excellent, c'est-à-dire il sort du lit. Pourquoi? Parce que si on reste dans le lit sans dormir, le lit devient vraiment un champ de bataille. Et on va désassocier le lit au sommeil. On va rentrer dans le cercle vicieux de l'insomnie. On va se dire, ah là, si je me rendors pas, je vais être fatigué le lendemain, je vais manquer. Donc, le sommeil, c'est du lâcher-prise. Il faut être cool avec ça. Donc, Hervé
n'est pas inquiet par ça, sort, va faire une machine, va faire autre chose, et quand il sent que le sommeil revient, il va se recoucher. Et donc, ça marche très bien, et s'il n'y a pas Donc de ce n'est symptômes pas en journée, mauvais pour la santé en fait. non, parce qu'il a son besoin de sommeil, et il n'a aucune répercussion de cette Il faut quand même organisation de sa s'assurer de nuit. pouvoir dormir un minimum derrière. Eh ben, il faut remplir son besoin de sommeil et ne pas avoir de symptômes en journée et avoir des rythmes réguliers. Si on a tout ça, tout va bien. Et quels sont les principaux effets à long terme du manque de sommeil sur la santé? Alors, c'est une très bonne question et en fait, c'est pas si à long terme que ça. Mmh. On s'est déjà tous fait la remarque que certaines personnes qui prenaient des emplois à responsabilité et qui privaient leur sommeil, on avait l'impression qu'ils vieillissaient beaucoup, beaucoup plus vite. C'est vraiment... il y a une grosse étude là, qui vient de sortir aux États-Unis il y a un mois. C'est le facteur de surmortalité numéro 2, juste après le tabac, juste avant la sédentarité physique, avant l'alimentation, avant l'accès à un système de santé, avant le niveau socio-éducatif, avant. Le deuxième facteur. Donc ça pèse 1 tonne, ce sommeil. Il faut vraiment en prendre soin. Et j'ai oublié votre question. Euh, Ma question, c'était les effets à long terme sur la santé. Et vous Ah m'avez oui, dit que, en fait, on les voit vite. avant le long terme, il y a des Bien sûr. effets beaucoup plus rapides. En fait, il y a des effets aigus. D'abord, vous êtes privé de sommeil. Dès le lendemain, vous allez être irritable, triste, vous allez avoir des mauvaises prises de décision, vous allez avoir des troubles de la concentration et il y aura davantage d'accidents domestiques, au travail, etc. Vous prolongez un peu cette privation de sommeil, d'ailleurs c'est un moyen de torture qui est aussi utilisé, C'est vrai. et ben vous allez pouvoir avoir un syndrome dépressif avec des idées suicidaires, jusqu'à des hallucinations avec des Donc syndromes ça peut délirants. créer des troubles. Ça peut créer des troubles de manière aiguë. C'est un stress pour le corps, hein. Ça crée un stress inflammatoire, ça crée un stress oxydatif. Et à moyen terme, on ne parle pas du long terme, hein, mais à moyen terme, ça fait émerger davantage de pathologies psychiatriques, dépression, anxiété, mais aussi des pathologies non psychiatriques, des cancers, des maladies cardiovasculaires, davantage d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux et une surmortalité. Et sur le cerveau en tant que tel. Alors le cerveau n'aime pas du tout ça, parce que en fait, c'est vraiment un vrai stress direct qu'on fait sur lui. La nuit est là pour se régénérer, pour récupérer. On a même une chasse d'eau un peu naturelle au niveau du cerveau, où on va nettoyer l'accumulation de protéines toxiques qui a été fait au cours de la journée. Là, on fait un entretien en ce moment, on discute, on est en train de créer des synapses, des signaux chimiques entre les différents neurones de notre cerveau, et c'est au cours de la nuit qu'on va mémoriser, qu'on va choisir quelles synapses on va garder, on va faire des replays aussi de la journée, de ce qui s'est passé, on va digérer nos émotions, on va digérer notre stress, bref, mais tout ça se fait au cours de la nuit. Donc si vous empiéter sur votre nuit, ces processus-là vont se faire soit de manière incomplète, soit de manière franchement très très incomplète et vont retentir sur votre santé. Est-ce que les rêves, les cauchemars plutôt, révèlent des choses sur notre santé mentale, la qualité de notre sommeil? Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions? Alors oui. Et ça, c'est amusant, les rêves. Enfin, j'en parle dans le livre parce qu'en fait, ça depuis tout temps, depuis Hippocrate, on en parlait tout à l'heure, depuis l'Antiquité, en fait, même les Égyptiens avaient déjà des dictionnaires d'interprétation de leurs rêves. Alors les pharaons les utilisaient pour légitimer leur pouvoir et rester au pouvoir. Ils avaient des interprètes personnels, mais le commun des mortels, il y avait des guides qui permettaient un peu d'interpréter ces rêves, etc. Et donc, il y a plein de choses sur Internet sur ça. Et puis, ça peut devenir une maladie, comme la maladie des cauchemars. Là, on la traite par imagerie mentale. La maladie des cauchemars, c'est quoi? Alors, la maladie des cauchemars, c'est finalement quand des rêves dysphoriques, donc désagréables, vont réveiller le dormeur et va persister au cours de la journée des sentiments de peur, de détresse, de mal-être, et vont impacter du coup le Ça se fonctionnement de confond la avec la personne. réalité. Ça se confond avec la réalité, ou même quand ça se confond pas. Des fois, c'est vrai que quand on se réveille, on ne sait pas bien, etc. On est content, on est rassuré d'être réveillé, mais surtout, ça va abîmer en fait le fonctionnement de la personne. Ça va être un vrai trouble, une vraie maladie. Les pathologies du sommeil, c'est quand en fait elles vont retentir sur le fonctionnement aussi de la journée, voire diminuer le sommeil, etc. Et ça, maintenant, on a plein de traitements sur les cauchemars, et c'est tout à fait passionnant. Et on peut accompagner le sujet pour mieux comprendre ses rêves, avoir accès à cette vie onirique-là, Comment et possiblement traite les les traiter. cauchemars? J'imagine que c'est un long processus, mais Alors en fait, il y a pas si long. On a des groupes, c'est des sessions de 4 séances, donc non, ça se fait très très bien. On peut assez facilement hacker nos rêves ou nos cauchemars. c'est quoi? C'est par de l'hypnose? Non, c'est de l'imagerie mentale. Il y a une continuité entre le jour et la nuit. Tout ce qui se passe le jour va être rejoué la nuit.
Et donc, je peux donner un exemple très simple que je donne notamment dans le livre. J'ai eu un ingénieur chez EDF-GDF sur une de ses interventions. Le pauvre, il y a une explosion de gaz et il voit son collègue exploser. Il est chez nous pour un sevrage d'alcool parce que l'alcool, justement, lui permettait d'avoir moins de cauchemars et de pouvoir s'endormir. Sauf qu'au bout d'un moment, il devient dépendant de l'alcool. Il se sèvre, ça se passe bien. Et il nous dit, mais j'ai pas de problème, j'ai plus de problème avec l'alcool, merci. Mais là, c'est infernal. Toutes les nuits, je revois cette scène-là, j'ai des cauchemars, etc. Par imagerie mentale, on a retravaillé ce scénario. Il faut booster les capacités d'imagination. Et son scénario, plutôt qu'une explosion de gaz, c'était une explosion de confetti à un anniversaire sur la musique des Beatles. On essaye que l'imagination soit très riche, donc on va recruter les sens, les différents sens. L'odeur, il y avait le gâteau qu'il aimait bien, il y avait sa fille. Enfin bon, bref, on fait une scène un peu riche. Et il faut répéter cette scène au moins 10 minutes par jour, n'importe quand dans la journée. Et ce scénario alternatif va en fait remplacer le scénario des cauchemars la nuit. Quoi. Et ça marche super bien. Quel est votre avis sur, parce que vous le savez, nous allons recevoir WeThings dans la Pépite Santé, sur les montres et plus globalement les trackers de suivi de sommeil. Est-ce que c'est pas un peu anxiogène? Alors, ça dépend des gens. Il y a des études qui montrent au contraire que ça va pouvoir améliorer effectivement les symptômes quand on traite l'insomnie, les symptômes d'insomnie, de fait d'avoir un feedback, un retour comme ça hebdomadaire. Et puis sinon, vous avez raison de le souligner, on peut tomber dans ce qu'on appelle l'orthosomnie, c'est-à-dire le fait de vouloir trop contrôler son sommeil, de vouloir le maîtriser à tout prix. Et comme je le disais au début, le sommeil, c'est vraiment du lâcher-prise. C'est un processus qui se fait naturellement et qui se fait bien. Mais c'est aussi important parfois de donner des feedbacks, de donner des retours à un sujet, parce que la perception du sommeil, et voilà, la perception du sommeil n'est pas forcément bien. Et s'y intéresser, c'est ce qu'on fait là, c'est aussi du coup être mieux éduqué. Souvent sur l'alimentation, on connaît plein de trucs, et c'est très bien, il ne faut pas revenir en arrière. Sur on va manger ça, du poisson, les oméga 3, des graines et des fruits à coque, etc. Sur le sommeil, c'est une catastrophe. On a eu aucune éducation au cours de notre enfance et on ne sait pas, on ne connaît pas les conseils élémentaires de sommeil. Vous disiez justement en introduction qu'on dort moins bien aujourd'hui qu'avant. Pour autant, est-ce qu'ils étaient plus éduqués au sommeil et à comment bien dormir? Et non, parce que effectivement, on n'a que de cesse que de vouloir attaquer cette nuit pour la grignoter, pour pouvoir être actif, pour pouvoir faire marcher les usines aussi la nuit, parce que sinon c'est une perte économique, etc., etc. C'est notre société qui est en train de complètement. Donc c'est aussi un choix de société, un choix de vie, un choix politique qui est que de protéger cette nuit pour bien dormir et pour être en bonne santé. Et finalement, quels conseils simples, très concrets, vous pourriez donner à nos téléspectateurs pour améliorer dès ce soir leur sommeil? Alors, dès ce soir, votre sommeil, déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer justement de vous connaître un peu, de remplir un agenda de sommeil, d'avoir des applications, des choses comme ça. Bref, de porter de l'attention à votre sommeil pour évaluer quel est votre besoin de sommeil. Einstein dormait 10, 11 heures, parfois jusqu'à 12 heures si on compte ses siestes l'après-midi. Donc, il faut juste connaître son besoin pour être une meilleure version de soi-même. Avoir un lever plutôt à heure fixe. Donc, commencer à décider dès ce soir de quelle heure ça, c'est ce qu'on retient, le réveil, est convenable pour eux. Et c'est le réveil le plus important, pas le coucher. Et puis, essayer de voir en fonction, de s'intéresser à leur sommeil, de se dire là, après cette première nuit, comment je me sens? Comment s'est passée la nuit, etc. Et plus ils vont se connaître, plus ils vont avoir des outils pour essayer de dompter et de réapprivoiser ce temps très actif qu'est la nuit, et plus ils seront une meilleure version d'eux-mêmes. Merci beaucoup, restez avec nous, c'est l'heure du scan. Et place au scan, ou devrais-je dire la chronique littéraire de Santé Future, puisqu'Hervé, tu as lu La nuit vous appartient, et tu as bien des choses à nous en dire. Déjà, professeur, merci d'avoir écrit un livre sur le sommeil qui ne tombe pas des mains quand on le prend dans son lit. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai appris plein de trucs et ça m'a aidé à titre personnel. Et j'ai trouvé plein d'anecdotes dedans qui m'ont intéressé. Ça commence dès l'avant-propos, page 11, parce que pour vous dire que j'ai vraiment lu, on parle de la mythologie grecque, Morphée. J'adore cette histoire, vous vous souvenez? Le professeur le sait, donc Morphée, le dieu des rêves, est le fils d'Hypnos, dieu du sommeil, et de Nyx, déesse de la nuit. Ils avaient eu 1000 enfants ensemble. Bon, ça, c'est une anecdote. Mais c'est intéressant. Et Morphée, ça a donné deux mots qui nous intéressent. La morphologie. En fait, il prend la forme d'un être cher,
morpher la morphologie, morpher la morphine, qui lutte contre la douleur. Donc je trouve que c'est très très intéressant. Et dans le livre, du coup, en le lisant, je me suis dit, il y a plein d'autres expressions populaires qui utilisent le sommeil, et je trouve ça délicieux. Oui, le sens d'autres expressions intéressantes à connaître. Oui, alors celle dont on a envie de parler, la plus connue, je pense, c'est qui dordine, et on se dit, tiens, quand on va se coucher le ventre vide, on dort bien. C'est pas du tout ça l'histoire, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, quand un voyageur voulait avoir une chambre, il fallait qu'il dîne, qu'il paye le dîner pour avoir le droit de dormir dans la grange. Donc c'était vraiment soit tu manges, soit tu sors. Donc ça, c'était clair. Et une autre expression que je trouve intéressante, c'est dormir sur ses deux oreilles. Quand on réfléchit bien d'un point de vue anatomique, c'est totalement impossible. Ou alors on a une grosse malformation du crâne. C'est sur le côté. Et c'est pas possible. Il y a une tête d'assiette. Oui, bah, c'est curieux, quoi. Et donc, je ne sais pas si vous savez, donc c'est dans la correspondance de Prosper Mérimée à Stendhal qu'il utilise cette expression. Et Prosper Mérimée, pour la petite histoire, c'est donc lui qui a écrit Carmen, la nouvelle qui est devenue l'opéra. Et donc c'est dans sa correspondance privée avec Stendhal qu'il utilise cette expression, dormir sur ses deux oreilles. Ce qui ne veut rien dire, c'est magnifique. Mais c'est repris. J'en ai trouvé d'autres, le sommeil du juste. On utilise ça et on ne sait pas trop d'où ça vient. Pourquoi un juste dormirait mieux qu'un méchant? En fait, ça vient de Victor Hugo, dans Les Misérables. En fait, quand Jean Valjean dépouille le bon évêque, bienvenu, Myriel, il s'appelle, il lui pique les chandeliers et l'autre, le lendemain, dit à la gendarmerie, mais non, je lui avais donné. Et il repart avec son larcin. Et Jean Valjean dénomme, du coup, l'évêque Myriel le juste. Et donc, on le dort comme l'évêque qui ne s'est pas réveillé pendant qu'il se faisait cambrioler. Moi, je trouve ça trop beau. Et j'en ai d'autres. Hein. Oui, tu en as d'autres. Et c'est alléchant. Des expressions qu'on peut retrouver dans votre livre, donc. Eh oui, on a certainement. Et donc, pourquoi, pour finir, pourquoi autant d'expressions autour du sommeil? Alors, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est indiqué aussi dans le livre, on dort un tiers de sa vie. Donc, c'est-à-dire que 27 ans de sa vie, si on vit 80 ans, on dort. Donc, c'est quand même un sujet. Et peut-être aussi, vous savez ça sans doute, parce que le sommeil est un don divin. Je ne sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, il est écrit « Et Dieu donna le sommeil à ses bien-aimés ». Donc, peut-être que c'est parce que c'est essentiel et que ça vient de Dieu que c'est aussi important. Pierre-Alexis, une brève réaction. C'est ce que vous vouliez transmettre en écrivant ce livre. Quelle était votre ambition? Que ça vient de Dieu? Non, je veux dire, toutes ces expressions autour du sommeil. Alors oui, j'ai voulu vraiment écrire un livre en fait où les gens apprenaient des choses pour leur santé, des choses scientifiques intéressantes, rigolotes, qui les étonnent. Donc je voulais d'abord étonner le lecteur et qui, à chaque page, il apprenne des nouvelles choses. Et j'ai fait le parallèle avec soit des expressions, soit aussi des anecdotes historiques. Je parle de Napoléon, je parle de Yannick Noah, je parle de sportifs, effectivement. Je parle de choses de l'histoire commune. Et j'essaye d'illustrer en quoi ces grands moments de l'histoire, finalement, eh bien, auraient pu se passer différemment si ces personnes-là avaient mieux dormi, et en quoi ces altérations du sommeil, en fait, et quel type d'altération du sommeil ces personnages ou ces moments-là, finalement, est illustré. Merci beaucoup Pierre-Alexis Geoffroy, professeur de médecine à l'université Paris-Cité, spécialiste du sommeil. On passe à la pépite santé. Et on accueille désormais WeThings. Bonjour Livia Robic. Bonjour. Livia, vous êtes Product Manager. WeThings a mis au point un tracker de sommeil, le WeThings Sleep Analyzer, de son petit nom. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement? Oui, bien sûr. Et peut-être juste pour présenter WeThings en 2 mots, donc c'est une société française qui a un des plus gros écosystèmes de dispositifs connectés au monde et a développé donc beaucoup de dispositifs comme les balances connectées, les tensiomètres, etc. Et donc j'ai ici le Sleep Analyzer, qui est un produit qui est sorti il y a 5 ans et qui permet de suivre son sommeil et de détecter l'apnée du sommeil. Donc ça, c'est votre produit phare? Exactement. Enfin, c'est un des produits qu'on développe. C'est pas celui qu'on vend le plus, mais c'est celui que je trouve le plus fascinant. Et il a 2 grandes forces, ce produit. Déjà, c'est qu'il est totalement sans contact. On le place sous son matelas et on n'a rien à faire. On le branche, on l'installe et on n'y pense plus. Il est complètement invisible. Tout ce qu'on a à faire, c'est à dormir. Et ça fait de ça le tracker de sommeil le plus confortable au monde. Et tous les matins, quand vous vous réveillez, vous avez dans votre application votre score de sommeil. Il aura mesuré tout ce qui est, donc toutes les différentes phases de sommeil, la durée du sommeil, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, le ronflement.
Et surtout, c'est un dispositif médical avec le marquage CE et le tampon FDA pour la détection d'apnée du sommeil à domicile. Donc, il permet de vous donner un score tous les matins, votre HAHI score, qui est un score universel qui permet de quantifier votre apnée du sommeil, qui est une maladie qui touche une personne sur 5 dans le monde, mais qui est largement sous-diagnostiquée. Il y a environ 80% des personnes qui font de l'apnée qui ne le savent pas, alors que c'est une maladie qui a beaucoup de comorbidités, comme des comorbidités cardiovasculaires. Donc ça le etc. détecte. Et donc ça le détecte depuis chez vous. Et c'est quoi les certifications dont vous parliez? C'est les certifications européennes, donc le marquage CE et la FDA pour être vendu sur le territoire américain. Donc vous le disiez, c'est sans doute le tracker le plus confortable. Comparé à un autre tracker, ce serait quoi? Ce serait une montre connectée? Exactement, les montres, les bagues, donc il faut penser à le charger, il faut le porter. Mais est-ce que c'est aussi efficace? Parce que on peut se dire que voilà, il y a quand même un matelas qui nous sépare du tracker. Oui. Est-ce que c'est aussi efficace? C'est aussi efficace et voire plus efficace parce qu'à l'inverse de certains wearables ou trackers que l'on porte, celui-ci est un dispositif médical, donc il a été validé avec des études cliniques. Vous pouvez le montrer d'ailleurs, parce qu'il faut bien le lever, voilà. C'est donc ce petit matelas qui va venir se gonfler à peine de 1 ou 2 cm. C'est-à-dire qu'il faut le brancher il faut le brancher, voilà, il faut le brancher sur secteur. Et il a été validé donc avec des études cliniques en le comparant à la polysomnographie, qui est le standard utilisé aujourd'hui pour détecter l'apnée, pour diagnostiquer l'apnée. Et nous, on a des performances du coup aussi bonnes, voire meilleures pour la détection d'apnée. Et donc c'est relié à une application? Et donc voilà, et donc l'expérience, ça va bien au-delà de ce capteur-là. Tout est transféré à l'application où l'utilisateur va avoir toutes ses données, tout son historique de données. On va pouvoir faire des corrélations, l'accompagner, expliquer ce qu'il voit dans l'application. Et surtout, on va faire le pont avec les médecins en traduisant tout ça sous forme d'un rapport qui peut être partagé à son médecin. Et surtout en améliorant donc, le parcours de soins de l'utilisateur, en l'interfaçant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, directement, vous leur donnez des conseils à ces utilisateurs? Ou est-ce que vous faites appel à des médecins à qui vous fournissez les données? Comment ça fonctionne? Nous, déjà, à notre échelle, on peut accompagner l'utilisateur en regardant, vu qu'on a une vue holistique, entre guillemets, avec toutes ces nuits, on peut faire des corrélations, l'inciter à prendre des meilleures habitudes sur son style de vie, observer certaines choses qu'on peut lui expliquer dans l'application. Par contre, tout ce qui est sur vraiment le diagnostic et l'accompagnement médical, ça, on laisse évidemment les médecins le faire, c'est pas notre spécialité, mais nous on va faire l'interfaçage avec les médecins. On l'a évoqué avec notre invité précédent pour la séquence Regard d'expert, donc qui est expert médecin sommeil. Ce tracker, est-ce qu'il n'est pas susceptible d'aggraver une forme d'anxiété selon vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié, le fait de suranalyser ces données alors qu'il nous le disait, le sommeil c'est une forme de lâcher prise? Oui, évidemment, il y a toujours ce risque d'être un dispositif anxiogène. Nous, l'idée et l'approche qu'on a dans l'application, c'est vraiment pas d'être anxiogène. Et d'ailleurs, l'invisibilité du produit aide à ça. C'est pas quelque chose qui va vous spammer au quotidien. Vous allez juste dormir et le matin, on va vous donner quelques indicateurs clés. Vous pointez dans la bonne direction pour prendre les bonnes actions derrière sur votre style de vie et améliorer votre sommeil. Mais l'idée, c'est pas d'être une alerte, de vous spammer d'informations que vous ne comprenez pas. C'est pas intrusif. Exactement. Hervé? Non, moi je trouve ça formidable. J'avais une ou deux questions. Combien ça coûte? Et j'imagine que si c'est un peu cher et que comme vous avez déjà le marquage CE, est-ce que vous envisagez d'aller au remboursement? Alors je sais qu'il faudrait faire des essais cliniques, etc., mais ça permettrait l'accès au plus grand nombre et vu ce que nous racontait notre expert avant, ça serait important pour la santé des Français. Totalement. Donc c'est un analyseur qui coûte aujourd'hui 150 € qu'on peut acheter sur notre site internet directement ou aussi dans des centres de distribution comme la Fnac, etc. Et pour votre deuxième question sur le remboursement, on y travaille. C'est des parcours qui sont longs, qui prennent beaucoup de temps et qui demandent un certain budget. Mais on y travaille pour ce produit-là comme d'autres produits dans notre écosystème. C'est en cours. Merci beaucoup. Merci Livia Robic, Product Manager chez WeThings. Merci à toi Hervé, on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis.